Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui à l'Agile en Seine pour partager avec vous une expérience un peu particulière. Chez Enedis, nous avons osé de faire la migration SAP ECC vers S/4HANA, un système qui est réputé lourd et complexe, tout en respectant notre méthodologie qui est l'Agile en Seine, qui est l'agilité, pardon. Oui, aussi. Avant de commencer, on tient à remercier nos partenaires qui, sans eux, ce partage aujourd'hui sera compliqué à organiser. On a prévu un planning pour cette présentation, mais je vous propose de la découvrir au fil de l'eau. Et pour commencer, on vous propose de se présenter. Moi, je suis Lamia Efra, RTE du train COSI. Depuis 2 ans, sinon avant, j'ai été Scrum Master pendant 2 ans aussi sur le même train pour une des équipes. Et sinon, historiquement, j'ai une dizaine d'années d'expérience sur le domaine des SAP. Donc, ce double regard entre les techniques et l'agilité me permet aujourd'hui de parler les deux langages, tout en gardant la transformation agile. Bonjour, de mon côté, je suis Claudio Schifano. Donc, pour moi, j'ai 20 ans d'expérience chez Enedis. J'ai commencé par être utilisateur des SI. Ensuite, j'ai commencé à maintenir et donc j'ai été pilote sur l'agilité, notamment le projet COSI ici présent. Pour ma part, j'ai aucune compétence en SAP. Je le disais il y a quelques instants, je ne sais même pas m'y connecter. Pour autant, l'agilité, ça me parle depuis environ 2015, donc une dizaine d'années sur ce genre de méthodo. J'ai commencé donc à être présent sur l'application COSI qu'on vous présente juste après depuis 2020. Donc justement, pour commencer un petit peu sur le contexte du projet de migration qu'on souhaite vous présenter, déjà, parlons de l'application sur laquelle nous avons fait cette migration. COSI, c'est une application qui a été mise en production la première fois en 2011. C'est une application facturière, donc évidemment qui est dans un système de SI, et qui est d'ailleurs en bout de chaîne, puisque la facturation est régulièrement en bout de chaîne. Et là-dessus, nous instruisons majoritairement 3 grands on va dire métiers qui correspondent à la typologie de nos clients haut de portefeuille, donc plutôt les clients typés professionnels. Comme je disais tout à l'heure, mon arrivée en 2018, mais l'agilité a commencé au sein de la DSI d'Enedis un petit peu avant ça, et le projet COSI a commencé en termes d'agilité en 2018. Donc première fois pour l'application COSI en termes de fonctionnement en safe, pardon. En 2022, pour accompagner l'évolution de notre système, comme cité avant, on a choisi de faire la migration de SAP ECC vers S/4HANA, tout en gardant notre méthodologie. Et en 2024, notre migration est terminée. On a pu aller en prod en respectant le planning initial avec une MEP en mai 2024. Mais bien sûr, derrière ce succès, il y avait pas mal de défis et d'enjeux qu'on va vous présenter juste après. Donc le premier enjeu, je pense que si vous êtes ici, c'est que le sujet SAP vous parle un minimum. Vous savez que les technologies ECC sont en obsolescence et qu'aujourd'hui, on nous conseille plus que très vivement de passer sur les technologies S/4. Donc le premier des enjeux, c'est justement de gérer cette obsolescence. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que nous avons un défi d'entreprise, je dirais un projet d'entreprise qui est justement de progressivement commencer à sortir les produits Oracle. Et justement, c'est une opportunité entre guillemets grâce à cette migration, puisque nous avons la possibilité de passer justement sur la base de données HANA côté SAP. En termes de contraintes, vous l'avez compris, c'est une application facturière, donc énormément de réglementaires à faire passer, et nous ne pouvons pas non plus oublier les utilisateurs qui continuent d'avoir des besoins d'amélioration sur l'application. Donc nous devons continuer à délivrer de la capacité, nous devons conserver de la capacité à délivrer de la valeur. En termes d'opportunités, bien sûr, S/4HANA apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. C'est quand même une technologie qui est extrêmement plus récente et qui va nous permettre de faire de l'innovation, notamment, et vous le verrez un petit peu tout à l'heure, au travers d'intelligence artificielle.
Et bien sûr, vous le verrez aussi juste après, l'idée est de confirmer ou plutôt de marquer encore un petit peu plus notre agilité sur cette équipe, pardon, avec la DSI qui se transforme en plus à cette époque-là sur de l'agilité à l'échelle. Donc là-dessus, pour nous, l'idée est de faciliter l'appropriation du SI par nos utilisateurs dans la mesure où ils vont vraiment avoir des éléments plus faciles à utiliser en termes d'IHM. Réinterroger notre organisation, c'est vraiment le bon moment. Et bien sûr, continuer de créer de la valeur pour nos métiers. Donc, déjà pour vous faire comprendre un petit peu quelle est notre organisation. Il y a les métiers d'un côté, la DSI de l'autre. Nous ne sommes pas organisés sur donc des directions projet où on mélange le tout. Non, là, il va falloir qu'on se crée justement des ponts entre eux et nous. Donc, la première des choses, c'est la direction nationale. Nous avons nos business owners qui sont présents dans ces directions nationales. Ces BO instruisent les besoins réglementaires, notamment avec la CRE, et ils sont responsables des processus opérationnels avec les utilisateurs. Ensuite, un centre d'expertise nationale qui, eux, finalement, ont d'anciens utilisateurs qui sont présents donc dans cette équipe-là, qui sont finalement devenus experts sur leur propre métier, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer puisqu'ils réalisent en plus une assistance métier, donc justement auprès des utilisateurs. Ils ont vraiment une vision très claire, précise des actions qui sont censées être réalisées, toujours pareil, par les utilisateurs finaux. Et enfin, nos utilisateurs finaux, puisqu'on j'en parle, ils sont séparés donc en 25 directions régionales puisqu'ils ont besoin d'être au plus près des territoires. Et là-dessus, donc, nous avons environ 500 utilisateurs. Parlons maintenant de notre composition interne de COSI. À la tête de notre train, comme tous les trains agiles, on a les 3 rôles principaux qui sont PM, RTE et notre système architecte. À côté de ces 3 rôles-là, on avait un GA qui s'occupait de tout ce qui est lié à la prod et un chef de projet parce que pour piloter la migration, on avait besoin d'une personne en plus, mais qui avait aussi la casquette du PM parce que c'est lui qui alimentait le train à hauteur de 20%. Pour la migration et 20% du coup qui restait, qui est alimenté par notre PM initial pour tout ce qui est réglementaire. Donc, nos équipes, on avait 4 dev teams. À la tête de chaque équipe, on avait des PO, un PO bien sûr, un Scrum Master et un lead soit technique, soit fonctionnel. On avait une équipe d'expertise fonctionnelle qui aidait les PM du coup et nos PO. Et à côté de ces 4 dev teams normales comme tout autre train, on avait une équipe dédiée à l'innovation. Et on va vous expliquer après pourquoi on avait fait ce choix-là. Et à côté de ces différentes équipes, on avait aussi ce qu'on appelait la prod team. C'est une équipe qui s'occupait que de la prod, parce que comme c'était avant, on est un système pour la facturation, donc il fallait surveiller la prod. Et elle faisait aussi du support niveau 3. Et aussi, on avait une système team qui était l'équipe de notre système architecte. Parce que qui dit migration, il dit une nouvelle chaîne projet, donc des nouveaux environnements à créer. Donc, à la tête des différentes équipes, il y avait PM et RTE et SA. Et pour communiquer avec ces différentes équipes-là, vu comme tout SI, on avait fait appel à un intégrateur et du coup, il fallait toujours passer par leur manager. Donc, il faut bien que ces équipes métiers et ces équipes DSI réussissent à parler. Je pense que là-dessus, vous reconnaissez, si vous êtes ici à l'Agile en Seine, un schéma extrêmement simplifié de ce qu'est le SAFe. Et j'ai voulu vous remontrer un petit peu où est-ce que cette équipe COSI est positionnée. Donc, nous sommes positionnés au niveau d'un produit, nous sommes nous-mêmes un train. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nos business owners, ce que je vous décrivais juste avant, et ce fameux CEN aussi que je vous décrivais avant, ils ont des positionnements où intervenir. Donc, c'est-à-dire que pour tout ce qui est business owner, plutôt intervenir à la maille d'une chaîne de valeur. Pour tout ce qui est aussi de macro cadrage, macro priorisation et macro fonctionnalité,
plutôt avec le product manager de chacun des trains qui peuvent intervenir sur la chaîne de valeur. Mais du coup, ces CEN qui sont experts sur leur domaine, sur leur métier, l'avantage c'est qu'ils ont pu intervenir, y compris au niveau produit train, pour donner leur vision de qu'est-ce qui est important pour les utilisateurs, mais aussi au niveau des équipes agiles, donc directement avec les product owners, pour vraiment très finement pouvoir travailler et sur l'UX design, on parlera juste après, mais aussi du coup sur vraiment les petites fonctionnalités, on peut descendre même jusqu'à la maille du US, ils avaient la main entre eux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à mon arrivée, donc en 2020, je disais tout à l'heure que Cozy est déjà en agile, puisque Cozy a commencé l'agilité en 2018. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de rituels agiles. Un PI planning, ça existe, les rétrospectives, ça existe, les sprints, ça existe, etc., etc. Donc, on est déjà sur un terrain qui est quand même assez fertile, je vais être honnête avec vous. Malgré tout, si je reviens donc sur un peu l'audit que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est de se dire, bah ouais, d'accord, il y a tout ça, mais finalement, dans les PI planning, on n'a pas les métiers qui viennent. Ok, mais dans les rétrospectives, bah souvent on n'a pas non plus les métiers, ou parfois on n'ose pas forcément toujours se dire, on n'a pas forcément toujours un contexte de transparence ou de confiance. Donc il y a des petites choses comme ça qui fonctionnent, mais pas en totalité. Donc le but du jeu, c'est vraiment de se dire, on a des choses qui sont bonnes, mais on a besoin de reconstruire quand même une culture tous ensemble. La deuxième chose, je vous l'ai un petit peu dit au travers de ce que je viens d'expliquer, on est sur une application quand même qui existe depuis 2011. Donc évidemment, depuis 2011, l'application, elle a commencé en cycle en V. Et forcément, les premières étapes de transformation, je pense que c'est assez standard dans toutes les entreprises, quand on fait une première transformation agile, bah, la première des choses, c'est qu'on réduit le 18 mois du cycle en V en 3 mois. Et on se dit qu'on est agile. Ouais, mais du coup, moi, j'appelle ça plutôt un mini cycle en V, perso. Là-dessus, ce que je disais aussi, on a les sprints, ils existent, les incréments, ils existent, mais finalement, ils sont de durée parfois assez hétérogène. Parfois, c'est 3 semaines, parfois, c'est 4 semaines. Et au moment où j'arrive, mais les congés, puisque on a la moitié des équipes qui sont à Nantes, la moitié des équipes qui sont à Paris, donc ça arrange personne quand on a un PI planning qui tombe sur les congés. Manque de chance, toutes les 6 semaines, on a des congés. Donc il a fallu aussi travailler sur cette rythmique, je dirais, de l'agilité. Et enfin, bien sûr, puisque nous sommes sur un fonctionnement qui est de mini cycle en V, bah, la phase d'IP, elle a été totalement détournée en phase de sécurisation, de TNR final, comme dans tout cycle en V qu'on peut avoir. Alors, comme cité aussi tout à l'heure, on avait une organisation cloisonnée parce que tout simplement, les équipes build, ils traitaient que les sujets réglementaires ou la migration. L'équipe run, elle s'occupait que de la prod et le support. L'équipe d'experts, c'était constituée des BA et du coup, c'est eux qui aidaient le PO. Donc, on avait vraiment, chaque équipe, elle avait son périmètre et du coup, on avait vraiment un système siloté avec aussi la communication toujours via le pilotage. On avait aussi des indicateurs agiles comme la vélocité, la prédictibilité, mais ils étaient peu ou sous-exploités parce que aussi on avait un backlog qui bougeait tout au long de l'incrément et même après un démarrage d'un sprint. Et on avait aussi les mêmes équipes build qui étaient sollicitées lors des phases des MEP et du coup leur capacité à faire, elle a été réduite pendant cette période-là. Au final, vous comprenez que dans cette phase d'audit à mon arrivée, on a surtout besoin de se restructurer et peut-être se rapprocher un petit peu de ce que la théorie du SAFe propose. Alors, donc notre pari, c'était bien d'allier l'agilité avec notre migration SAP. Donc, ce projet, c'est avant tout un véritable défi à 4 dimensions. D'abord, il a fallu mener une migration technique complexe. En parallèle, nous devions nous accoster à un projet technique d'entreprise. Et il a également fallu répondre à des exigences réglementaires très strictes. Malgré tout cela, nous avons fait le choix de stimuler l'innovation.
de ne pas simplement reproduire l'existant, mais de tirer parti de cette migration pour faire mieux. Donc, vous avez, en gros, on a refusé le compromis entre conformité et agilité, mais plutôt visé l'excellence sur tous les fronts. Alors, forcément, vous vous doutez bien aussi que quand on attaque une migration de cette ampleur-là, sur une application qui existe depuis 2011, on a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été développées dans ce temps-là, et qui ne sont peut-être pas forcément encore utilisées, qui sont peut-être obsolètes, qui se sont peut-être perdues entre les différents, je dirais, générations d'utilisateurs. Et ce qui est sûr, c'est que nous, quand nous faisons je dirais une première analyse de la quantité de fonctionnalités qui sont présentes dans l'application, c'est que sur le délai qui nous est autorisé pour faire cette migration, on n'arrivera pas à tout migrer. C'est une certitude absolue. Donc là-dessus, la première des questions a été, mais en fait, est-ce que les métiers utilisent vraiment tout? Est-ce que les métiers savent que ces fonctionnalités existent? Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'il est, etc., etc. Donc la première des choses pour nous a été effectivement de repenser les parcours utilisateurs. Alors vous verrez tout de suite après, on a essayé d'aller chercher des méthodologies un petit peu différentes par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement interrogé les utilisateurs, on a vraiment utilisé des outils, notamment de process mining, qui nous ont permis justement de connaître ce que sont les gestes des utilisateurs. Je vous ai dit, on a 500 utilisateurs, on a 25 directions régionales, on se doute bien que par frottement, les utilisateurs adoptent à peu près les mêmes gestes que leurs collègues les plus proches. Donc en réalité, on se retrouve avec une cinquantaine de manières de faire différentes, finalement la même chose. Laquelle est la bonne? Laquelle nous devons nous redévelopper? Donc bien sûr, ensuite, puisque nous parlons d'une nouvelle technologie en S4, on a quand même un certain nombre de fonctionnalités qui sont nouvellement utilisées en termes d'IHM, mais il va aussi falloir repenser le fonctionnement interne de l'application, entre les flux internes à l'application, mais aussi avec la communication externe. Ce que je disais tout à l'heure avec les business owners, c'est qu'ils ont pu s'exprimer le plus tôt justement sur les macro-fonctionnalités, de manière à ce que on puisse le prévoir dès le départ et finalement le positionner dans le temps. Et bien sûr, pour nous, l'objectif, et Lamia vous en a parlé il y a quelques minutes, on n'a pas le choix. Il faut qu'on maintienne ce haut niveau de delivery entre réglementaire, entre le fonctionnel urgent et justement les problématiques de cette migration-là. Alors, finalement, notre ambition, c'était bien de faire de l'agilité un levier et pas juste une contrainte, tout en utilisant nos rituels safe pour structurer notre transformation, tout en encourageant l'expérimentation et la co-construction. Et bien sûr, on a essayé de bâtir un cadre agile robuste pour absorber les aléas du projet SAP. Alors, si on essaye de rentrer dans un des exemples, parce que évidemment, en 35 minutes, on va avoir du mal à vous résumer 2 ans de projet, mais un des éléments qui, moi, m'a tenu particulièrement à cœur, c'est commencer par structurer notre affinage. Au départ, quand on arrive, la première des choses sur lesquelles les équipes, moi, se plaignent, c'est que les besoins arrivent tardivement. Donc, ça veut dire que quand on rentre en PI planning, finalement, les sujets, on ne les connaît pas bien, on ne sait pas trop de quoi ça parle, et du coup, les planifier dans le temps, les chiffrer, c'est hyper compliqué. Donc, la première des choses pour moi a été d'essayer de positionner un certain nombre de règles d'or. Déjà, la première des choses, c'est quand vous parlez avec des experts SAP, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est ils vous parlent en table, ils vous parlent en transaction, ils vous parlent en tuiles, etc., etc. Et finalement, quand est-ce qu'on parle de fonctionnalité métier là-dedans? Quand est-ce qu'on est en train de dire que là, c'est ça qu'on va réaliser pour le métier parce qu'il a besoin? On pourrait parler en tant que je souhaite afin de. On n'a pas été jusqu'à ce niveau-là, mais en tout cas, on a cherché justement à avoir des titres compréhensibles en termes métiers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a cherché à avoir donc tout ce qui est feature prioritaire. Donc nous, on avait 4 niveaux, les P0, les P1, les P3. Et ce que j'avais demandé aussi aux équipes, mais donc si on tire la pelote de laine au PM, c'est que toutes les features en P0, P1 soient prêtes avant le PI planning, de manière à ce que les équipes puissent réaliser leur conception,
puissent découper leurs US, je dirais, sereinement. Et donc, j'autorisais effectivement que tout ce qui était P2, P3 soit prête pendant le premier sprint de l'incrément. Ensuite de quoi, c'est anticiper les besoins. Je vous disais, on tire la pelote de laine, donc ça veut dire que si les équipes ont les besoins plus tôt, ça veut dire que les PM doivent travailler les sujets plus tôt aussi. Ça n'a pas été toujours très simple dans la mesure où il a fallu que eux-mêmes, les PM, embarquent les métiers dans cette anticipation, mais parfois la chaîne de valeur aussi, puisque je disais qu'on fait partie d'une chaîne de SI, et il faut bien que les SI auxquels nous sommes interconnectés, eux-mêmes, prennent un petit peu cette anticipation. Je disais tout à l'heure, on a cherché à expérimenter en fait comment on peut aller déterminer quelles sont les fonctionnalités qui sont indispensables. Les métiers ont tous une vision différente. Je vous disais, on peut avoir au minimum 25 façons de faire différentes si on s'attache aux directions régionales. Donc, on a été chercher d'abord du process mining. Donc, il y a des outils qui servent à ça. C'est assez graphique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous voyez donc les flux en fait de gestes d'utilisateurs, et ça nous permet de savoir est-ce que leur processus est fluide ou est-ce que ça fait des bonds, des sauts, etc. L'UX design, toujours pareil, on est sur une application qui est quand même beaucoup plus moderne, en tout cas une technologie qui est beaucoup plus moderne, et l'objectif pour nous, ça a été d'aller interroger aussi les utilisateurs. On a été les voir, on s'est mis à côté d'eux, ils nous ont expliqué comment ils bossaient, on a pu faire des dessins, justement, des IHM qu'ils souhaitaient demain pour que ça soit le plus ergonomique pour eux. Et enfin, puisque c'était offert par cette nouvelle version, on a cherché aussi à mettre un petit peu d'intelligence artificielle, donc du machine learning, pour aider justement dans les gestes du quotidien les utilisateurs et qui soient en capacité justement de faire leurs gestes du quotidien, qui sont parfois un peu répétitifs, beaucoup plus facilement. Prioriser avec clarté, Lamia vous l'a dit tout à l'heure, réglementaire, fonctionnel urgent, migration. Au final, on s'est rendu compte qu'on faisait 80% de migration, 20% de réglementaire. Le fonctionnel urgent, heureusement, on en a eu extrêmement peu et donc le pourcentage est anecdotique. Et enfin, forcément, dans tout ça, puisque je vous disais que la phase d'IP était finalement une phase de TNR en masse un peu cachée, il a fallu refaire un petit peu un fonctionnement inverse où la phase d'IP dans le SAFE, innovation et planning, servent vraiment à planifier. Donc il a fallu refaire de la place justement à tout ce qui était planification. Parlons maintenant de ce que nous avons réussi à faire. On a réussi, comme cité au début, le déploiement dans les délais. On a fixé 2 ans pour réaliser notre migration. La date qui était initialement planifiée, on a pu la respecter. Gagner en liberté de décision parce que la proximité de nos experts fonctionnels qui est le centre d'expertise national en assistant à nos démos de sprint, de nos systèmes démos, à nos PI planning, des réunions de priorisation, ça nous a beaucoup aidé. Adoption forte, 81% des utilisateurs, ils étaient satisfaits de notre système, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail pour les accompagner en termes de prise en main. On avait aussi une meilleure efficacité. Vers la fin, on était quasiment à une mise en production 1 fois par mois. Aujourd'hui, on est même un peu plus 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tout le monde n'est pas. C'était un peu compliqué pour convaincre tout le monde, mais c'était possible quand même. En termes d'indicateurs, on avait plus que 85% de prédictibilité. C'était quand même un très beau chiffre pour nous, encourageant aussi pour gagner en énergie en tout cas. On avait aussi effectué environ 50 déplacements en direction régionale parce que ça nous a beaucoup aidé en termes de communication ou pour les aider pour la prise en main d'un nouveau SI parce que, comme c'était avant, tout notre IHM avait changé. Donc, tout ça, on a pu en fait démontrer que l'agilité, même dans un projet SAP qui est réputé d'être complexe ou lourd, ça nous a permis quand même de livrer vite, bien, et surtout avec l'adhésion des utilisateurs, parce que c'est pas toujours ou souvent le cas. Je dirais que c'était même pas gagné au départ, vu que parfois on avait beaucoup de nouveaux utilisateurs qui se plaignaient justement
du fonctionnement de l'application Cozy. Bien sûr, toutes ces réussites ont leur pendant d'ombre, je dirais, puisque nous avons quand même eu beaucoup de sujets qui nous ont peut-être mis un petit peu en difficulté. Et la première des choses, je vous disais, hein, cette histoire donc de mini cycle en V avec cette phase d'IP qui ressemble à des TNR, etc., etc. Bah, très honnêtement, aujourd'hui, je parle sous ton couvert, mais je pense qu'on n'a toujours pas réussi à s'en sortir. En tout cas, moi, en ayant quitté le projet, nous n'avions toujours pas réussi à sortir de cette phase de TNR finale. Forcément, il faut bien se dire qu'avec une application qui a environ 14 ans d'existence, on a créé un certain nombre de processus, ou en tout cas de tests automatisés, qui sont hyper lourds à reprendre et à développer autrement, entre guillemets. La deuxième chose qui a été assez difficile pour les équipes, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est on est en train de migrer, donc on sort d'une technologie qui est en obsolescence, et finalement, on connaît tous, hein, je pense, dans les projets, en 11 ans, 14 ans d'existence, bah, la doc elle n'est pas parfaite, hein, très clairement, donc il y a des fonctionnalités, on est obligé de les redécouvrir uniquement en faisant de la rétro-ingénierie. Le problème de faire cette rétro-ingénierie, bah, c'est que c'est sur un langage qui est obsolète. Donc déjà, on a des gens, ça n'intéresse pas forcément beaucoup d'aller gratter le code. Eux, ils ont envie de s'amuser justement avec la nouvelle technologie. Malgré tout, c'est une phase par laquelle il faut qu'on passe pour pouvoir justement discuter, alors j'ai envie de dire d'égal à égal, avec nos métiers. Donc ça a été un point un peu difficile parfois avec nos équipes de dev. Et la deuxième chose, c'est que on parle de migration. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais on m'a toujours dit non, mais en agile, tu peux pas faire une migration. Ouais, pourquoi? Ben, en fait, quand on a des fonctionnalités qui existent déjà en prod, nos utilisateurs, en fait, ils veulent pas faire une marche arrière. Donc le principe de l'agilité, du MVP, et donc on vous livre petit à petit, etc., ben, en fait, ils s'en foutent, hein, pardon pour le terme, mais eux, ils veulent leur outil. Donc là où nous, on était en agile et donc on s'est dit, ouais, allez, ok, on y va, migration, c'est bon, on va le faire. Bah, finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les utilisateurs ne voulaient pas de ce principe du MVP. Donc on a été obligé de conserver un fonctionnement de double run avec l'ancien outil, l'ancienne micro-app, si je les appellerais comme ça, et la nouvelle qu'on était en train de construire au fur et à mesure et sur laquelle justement, Lamia le disait tout à l'heure, on a eu besoin de faire beaucoup de déplacements, de faire beaucoup de conduite du changement, justement pour pousser à aller utiliser justement cette nouvelle micro-app, une des micro-apps. La deuxième des choses, c'est que quand on a envie de réorganiser ou de faire un rapprochement entre guillemets avec la théorie du safe, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de discussions à avoir avec les équipes. Alors je sais plus avec qui j'en parlais, c'était par là tout à l'heure. On disait, il y a le fait de savoir dire non à un sujet qui n'est pas prêt. C'est autorisé. En fait, si le sujet n'est pas prêt, les dev teams ont le droit de dire non. Et quand on a positionné finalement un sujet il y a 2 ans et qu'on est tous focus justement sur ce jalon de dire non mais il faut que je mette, les équipes elles rentrent plus dans ce fonctionnement-là que dans le fait de dire ouais mais non j'ai le droit de dire que le sujet n'est pas prêt et du coup il faut le reporter un peu plus tard. Activer l'innovation, je vous disais IP, innovation et planning. L'innovation, ça a été assez compliqué à mettre en œuvre, même si on a mis en place des POC, si on leur a dit vous pouvez proposer des sujets, ils seront au moins écoutés, etc., etc. Si on leur a libéré du temps, malgré tout, les équipes, donc les Scrum Teams, n'ont jamais vraiment réussi à démarrer ce fait de on a le droit d'innover, on a de la place pour le faire, on y va. Ça n'a jamais fonctionné, d'où le fait d'ailleurs que Lamia vous décrivait un petit peu en presque tout début, qu'on a choisi d'avoir une équipe d'innovation complètement à part qui a pu donc travailler sur l'intelligence artificielle et proposer justement ce mode de fonctionnement-là. Pour nous run en mode Scrum, alors Lamia aussi vous disait tout à l'heure qu'on a une prod team qui existe, qui est dédiée totalement à la prod. Alors c'est complètement contraire au principe du Scrum, on est complètement d'accord, mais ça n'empêche que pour nous c'est la solution qui fonctionne. Dans les équipes de build, ça a été assez difficile à prendre en compte, ces sujets, le rythme en fait que la prod nécessite, tous les jours on contrôle les flux, on les corrige si jamais il y a besoin, etc., etc. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Par contre, l'équipe de run,
n'a jamais vraiment voulu fonctionner en Kanban. Ils ont absolument voulu fonctionner en Scrum, en tout cas au tout début. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était assez un casse-tête pour eux de fonctionner de cette manière-là. Enfin, la coordination et synchronisation, donc je vous ai dit, on est dans une chaîne de valeur. Alors, il y a deux choses en fait. On a une date qui est fixée pour notre projet, 2 ans plus tard, mais on a une chaîne de valeur qui nous dit bah ouais, mais en fait, il faut que tu te raccordes à nous en termes de délai, de timing, etc. Et ben nous, ça ne marche pas en fait. Très honnêtement, je n'ai jamais réussi à me caler vraiment totalement avec eux. On avait systématiquement des semaines de retard. Et il fallait qu'on gère un petit peu autrement. Et bien sûr, je vous disais l'IA. Bah, c'est confronter une vision R&D, puisque cette équipe d'innovation qui travaillait sur l'intelligence artificielle, bah, en fait, ils avaient un mode de fonctionnement très typé R&D. On regarde, on voit, premier résultat, ouais, c'est sympa. Nous, on avait un objectif opérationnel. Il faut qu'on donne des nouveaux éléments, justement, aux utilisateurs. Donc, ça a été assez difficile quand il a fallu basculer vraiment en pur opérationnel, de leur faire livrer tous les éléments qui sont nécessaires pour une équipe opérationnelle de mettre en place justement une intelligence artificielle avec les perfs que ça représente, etc., etc. En gros, moi, alors j'ai entendu aujourd'hui des gens qui parlaient du Lean et qui disaient ouais, chouette, on a un problème. En fait, je pense que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, c'est-à-dire que pour moi, à chaque fois qu'on a rencontré ce genre de problématique-là, pour moi, ça a été de dire, en fait, c'est une opportunité de chercher l'amélioration. Maintenant, on voudrait vous parler justement de ce qu'on ferait peut-être autrement sur ce projet-là. Alors, moi, j'aurais aimé, donc vous avez compris, on a développé un certain nombre on va dire, de micro-apps. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne dans SAP, mais c'est à peu près comme ça que moi, je le traduis. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'on soit plus d'équipes peut-être sur une micro-app, de manière à ce qu'on livre plus vite. Et justement, qu'on puisse se libérer un peu de ce double run que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'était mon envie très forte. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça aurait dû être plus rapide, mais en réalité, on a un système quand même qui est un peu lourd et complexe et on aurait dû avoir beaucoup plus d'adhérence à gérer entre les différentes équipes parce qu'ils vont travailler sur la même application, ce qui aurait dû ralentir finalement nos livrables. Mais par contre, peut-être les équipes être beaucoup plus autonomes dans la prise de décision et donner un peu plus de légitimité au PO et au PM. Alors, on a effectivement essayé avec cette histoire donc, de les métiers, les business owners priorisent à la maille du PM et de la chef de projet sur la migration, et ensuite le niveau d'en dessous avec les priorisations à la maille US. Ça a plutôt pas trop mal fonctionné, mais je dois reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas quand on a un sujet qui arrive qui est un peu urgent, ou un sujet qui ne respecte pas forcément toujours le processus, ou un truc qui arrive qui n'avait pas été vu suffisamment tôt. Parfois, c'est soit la chef de projet, soit le product manager qui reprenait un peu la main, qui rentrait dans un cadrage parfois un peu affiné, ce qui peut avoir créé justement ce sentiment que tu décris. Hein, c'est encore moi, pardon. Et moi, j'avais aussi, donc dans le retour, je dirais un peu au standard du Safe et du Scrum, j'ai vraiment cherché à avoir une stabilité dans les sprints, ce que j'ai pas forcément toujours réussi à avoir, mais je pense que tu y apportes une réponse. Alors, aujourd'hui, on a réussi quand même à avoir une taille fixe qui est de 3 semaines par sprint. Mais par contre, on fait partie, comme on avait présenté au début, d'une chaîne de valeur avec des SI différents, sur des technologies différentes, une complexité différente à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on est toujours, on a du mal en fait à suivre les autres SI et on est resté quand même sur 4 incréments par an, alors que d'autres SI qui sont sur 5 incréments par an, ce qui du coup, on essaie de rajouter des sprints à droite et à gauche afin de rattraper les autres, mais voilà, c'est une réalité. En bref, les 5 leçons que nous choisissons de retenir et surtout de vous partager. Pour moi, l'agilité, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Alors, bien sûr, c'est une méthode, hein, mais pour moi, il y a des postures à avoir là-dedans.
Une posture collective, c'est s'écouter, c'est avoir confiance, c'est ne pas avoir une hiérarchie directe, c'est-à-dire que si moi je suis RTE, je ne suis pas le chef des Scrum Masters par exemple. J'ai un rôle, les Scrum ont un rôle, les PO ont un rôle, et l'idée c'est plutôt de faire fonctionner tout ce mode de fonctionnement sans forcément avoir une hiérarchie vraiment. Pour moi, ensuite le deuxième point, j'ai aussi entendu ce matin dans une des confs où ça parlait d'éteindre les incendies de manière locale. Je trouve que ça, c'est vraiment le travail des rétrospectives. Encore une fois, si on a suffisamment de confiance et de transparence tous ensemble, on arrive vraiment à aller chercher la difficulté à l'instant T et à l'endroit qui est décrit de manière à pouvoir s'améliorer. Je pense que ça, c'est un des points vraiment qui a particulièrement bien fonctionné sur notre projet. On avait aussi la conduite de changement qui repose réellement sur la proximité parce que comme ce qu'on avait partagé au début, on avait fait une cinquantaine de déplacements en DR. On a pu plus échanger avec notre métier en les invitant à nos démos de sprint et nos systèmes démos et nos différentes cérémonies, tout simplement. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour la suite. Assumer les tensions et arbitrer. Bah ouais, j'ai fait une transformation agile quand même. Donc forcément, comme toute transformation liée à sa courbe du deuil, hein, si vous connaissez bien la conduite du changement, bah en réalité, il peut y avoir des moments où on a pu avoir des tensions. Je me souviens un matin où je présente un PI planning où je donne donc la taille des sprints un peu plus contrainte que ce que nous avions l'habitude d'avoir. Je me souviens avoir reçu un appel de ma manager, ou celle qui deviendrait ma manager après, pour me dire c'est quoi cette histoire, mais pourquoi tu te rends pas compte à quel point tu contrains les équipes, etc. Ça n'empêche que c'est un choix. En fait, il faut accueillir justement ce côté-là et être capable d'arbitrer. Est-ce que oui, j'ai été trop loin? Est-ce que non, je ne pense pas avoir été trop loin? On s'est fait un point et finalement, tout s'est bien passé. Le MVP reste toujours difficile à faire accepter dans un contexte métier complexe et surtout dans le cadre de la migration parce que tout simplement, les utilisateurs, ils avaient un système qui était complet. Au moins, ils avaient les différentes fonctionnalités sans exception. Donc, leur dire finalement qu'on vous aurait qu'une petite partie, mais qu'il faut quand même y aller, ça reste toujours un peu difficile à faire accepter. Du coup, tu le referais? Oui. Ok. Et dernière chose, donc c'est écouter plus tôt, mais accepter l'imperfection. C'est-à-dire que c'est pareil, j'ai aussi entendu ça dans la journée. Quelqu'un qui disait, bah, on applique tel modèle et normalement ça devrait fonctionner. Bah ouais, mais non. On a tous dans nos entreprises des spécificités. Le modèle SAFe est plutôt très bien, je trouve, dans le mode de fonctionnement, mais finalement, sur certains points très particuliers, il n'était pas adapté chez nous. Je vous ai parlé du run hein, de notre côté, mais on pourrait aussi imaginer le fait qu'au départ, j'ai demandé à ce que toutes les features soient prêtes avant le PI planning. Bon, ben, on s'est bien rendu compte que finalement, le contexte métier faisait qu'on ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'on a cherché justement à assouplir un petit peu cette règle avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure, les P2, les P3 par exemple, prêtes durant le sprint 1. On a fait le tour justement des 5 leçons que nous voulions vous évoquer, donc on va passer sur la phase des questions. La seule chose, pensez aussi à nous noter sur notre petit rôti, donc Return on Time Invested. Le 1, c'est vous avez totalement perdu votre temps avec nous. Le 3, c'est vous n'avez ni perdu ni gagné de temps dans ce petit REX. Et le 5, c'est vous avez gagné plus de temps que vous n'en avez investi avec nous. Et nous repassons du coup aux questions. Merci. Merci à tous. Merci.